Comme le propose Jean-Luc Mélenchon, faut-il instaurer un tribunal de la presse? C'est la question que nous posons. Danielle Simonet, oratrice nationale de la France Insoumise, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est quoi un tribunal de la presse? Expliquez-moi, parce que Alors, là, vous avez j'ai pas très bien compris. un conseil de déontologie journalistique qui existe ainsi comme ça en Belgique. Et c'est assez intéressant parce que c'est tout d'abord une structure... une institution indépendante, paritaire, constituée à la fois de journalistes, de représentants des patrons de presse également, et puis aussi de la société civile, par exemple des avocats ou des professeurs spécialisés sur les questions des médias. Et par exemple, si vous êtes citoyen ou si vous êtes homme politique ou que vous soyez, si vous estimez que la presse, les médias, les journalistes ont eu à votre égard un certain abus de pouvoir médiatique. Alors ça peut être parce que, par exemple, on n'a pas respecté la vérité, on n'a pas respecté votre droit à l'image, ou bien il y a un oubli du droit à la réplique sur une interview ou sur un sujet dans lequel vous étiez mis en cause. Eh bien, vous pouvez déposer une plainte auprès de cette structure. Il y a d'abord une médiation qui s'opère et qui peut tout simplement par la médiation, aboutir ou pas à des excuses des journalistes, à un rectificatif ou un article complémentaire. Et si par contre il n'y a pas d'accord entre les deux parties, à ce moment-là, le conseil déontologique journalistique peut instruire le dossier. Et donc il va prendre possession des argumentaires des deux parties, et en fonction de cela, il va donner un avis, et cet avis va pouvoir être rendu public. Si vous voulez, c'est une vertu pédagogique qui permet les journalistes sous surveillance, quoi. Alors pas sur surveillance, mais sous une réflexion démocratique. Il faut savoir que, vous savez, mais pourquoi pas, hein, vous savez de quand date le code de déontologie des journalistes, le premier. Il date de 1918, de mars 1918. Il a été créé et rédigé par le SNJ, le Syndicat national des journalistes, qui va bientôt fêter ses 100 ans. Et le Syndicat national des journalistes a toujours demandé la création d'une telle institution. Il l'a toujours demandé, et c'est le patronat de la presse, des médias, qui n'en ont jamais voulu. Moi, je serais plutôt favorable à la création d'un conseil de l'ordre, par exemple, des journalistes, non? Pourquoi pas? Alors, on est dans une logique assez proche, hein, puisque vous avez à la fois des journalistes, à la fois des patrons de presse qui siégeraient, en tenant compte à la fois de la presse écrite et de l'audiovisuel, aussi de la société civile, et il s'agit d'avoir quand même un droit de regard, un contrôle. Il y a le CSA aujourd'hui. C'est pas le même objet, le CSA. Le CSA n'y connaît rien en déontologie. Vous avez été un jour attaqué par le CSA. Vous savez que le CSA n'est pas une structure indépendante. Il est quand même... Il y a un problème quand même, il est quasiment constitué par le biais du politique qui vote. Hein. C'est l'Assemblée nationale, le Sénat qui, pour une bonne part, me semble-t-il, nomme le CSA. Le CSA n'a pas une compétence en déontologie. Il pourrait y avoir un conflit d'intérêts. Je comprends pas très bien. Moi, très bien. Pourquoi pas? Ça ne me gêne absolument pas. Nous garderons toujours notre liberté, quoi qu'il arrive, mais il faut pas avoir peur de ce genre de tribunal. J'aime pas trop le mot tribunal de la presse, hein, parce que tribunal, ça veut dire qu'on est quelque part mis en examen, ça veut dire que quelque part on est montré du doigt comme coupable, déjà. Vous savez comment ça se passe. Oui, si enfin, vous êtes au savez tribunal, qu'on est très attaché. Si on vous conduit au tribunal, Danielle Simonet, tribunal de la presse, ça vous paraît bien, vous, comme formule? Moi, j'aime pas du tout. En Belgique, ils ont choisi cette autre appellation. Mais je veux dire, on est très attaché, et à juste titre, en France, à la liberté de la presse, à la loi du 29 juillet de 1881. C'est extrêmement important. Et justement, comment dire, vous savez que pour diffamation ou pour tous les délits de presse, calomnie, tout ce qui passe par la 17e chambre, en fait, peu de choses aboutissent d'un point de vue des plaignants. Et donc, si vous mettez en place cette structure en fait d'un conseil déontologique de la presse, ça peut permettre justement pour pas mal de personnes d'éviter d'aller jusqu'en justice, parce qu'au moins il y aura la possibilité d'une écoute. Vous savez, normalement il y avait des médiateurs dans certains médias. Est-ce que vous savez dans combien de médias il y a des médiateurs? Non. Il y a à peine 14 médiateurs. Vous savez qu'avant, à France 2, eh bien le samedi, jusque dans les années Sarkozy, le samedi à 12h15, par là, il y avait une émission où finalement les téléspectateurs pouvaient s'exprimer sur ce qu'ils pensaient de leurs désaccords, leurs problèmes, de la façon dont les journalistes avaient traité les sujets, et il y avait un échange pédagogique qui pouvait s'instaurer. Ça était totalement sauté. Vous savez que la loi Bloch a eu quand même le toupet, même si je respecte beaucoup Monsieur Bloch, mais enfin quand même, quelle aberration libérale, de proposer une charte déontologique par entreprise.
par média. Vous imaginez qu'il puisse y avoir un code de déontologie des journalistes différent à Valeurs Actuelles qu'à BFM, qu'à RMC ou qu'à France 2. Daniel Simonet, je comprends très bien le souci déontologique, même si je crois que la conscience journalistique impose la déontologie. Me semble-t-il. La preuve sur France 2 que non. Oui, enfin ça, bon. Mais le mot tribunal, si vous voulez, pardonnez-moi de vous dire que le mot tribunal, je peux pas l'accepter. Parce que je peux pas accepter d'être conduit devant un tribunal. Je peux pas l'accepter. Sincèrement. Mais qu'il y ait une charte déontologique, qu'il y ait comme en Belgique, pourquoi pas? Au contraire, moi je plaide pour un conseil de l'ordre. C'est pareil. Conseil de l'ordre, ça a une connotation, mais peu importe, je m'en moque. On n'est pas dans le passé. Aujourd'hui, effectivement, un organisme qui regarde la déontologie des journalistes, pourquoi pas? Les journalistes sont pas au-dessus des lois. Mais un tribunal, ça m'intéresse. Non, j'aime pas ça. Ce qu'il faut quand même reconnaître, Monsieur Jean-Jacques Bourdin, c'est qu'on est dans un système. Mais pourquoi est-ce qu'il en veut toujours aux médias? Il est maltraité, Mélenchon. Mais pourquoi? Mais vous vous rendez compte quand même? Vous avez regardé cette émission de France 2? Non, j'ai pas regardé. Mais quel traquenard, en fait. Franchement. Alors, on vous présente des paysans, soi-disant lambda. On se rend compte que c'est quoi? Ils sont tous à la FNSEA, très impliqués dans une coopérative. FNSEA, quand bien sûr, agriculteurs. Ils sont soi-disant. On peut être pour le glyphosate. Bien sûr, mais alors à ce moment-là qu'on le présente, pourquoi sont-ils pour le glyphosate? Pourquoi les journalistes ne disent pas que la coopérative dans laquelle ils sont impliqués fait le plus gros de ses bénéfices par la vente du glyphosate? Voilà le conflit d'intérêts total qu'il peut y avoir là-dessus, sur lesquels les journalistes ne disent mot et les présentent à Monsieur Jean-Luc Mélenchon en lui annonçant d'abord qu'il n'y en aurait qu'un, et finalement vous avez 5 paysans, un traquenard, qui sont totalement intéressés par le commerce du glyphosate. Il a l'habitude des traquenards, enfin, Mélenchon, écoutez, comment vous acceptez qu'on vous présente ensuite une femme soi-disant journaliste et que ça serait un débat sur les orientations socialistes au Venezuela, alors qu'en fait, vous savez de qui il s'agissait, de Laurence Debray, qui était même présentée par le JDD comme une ex-banquière et macroniste et qui avait surtout des histoires à régler. Mais est-ce qu'on l'a présentée de cette manière-là? On ne l'a pas présentée de cette manière-là. On a annoncé un débat. Vous le savez, elle était membre de la République En Marche ou pas? Oui, sauf qu'on annonce un débat d'idées. Ça, c'est du procès d'intention, Daniel. On annonce un débat d'idées. Et finalement, on présente sur le plateau une femme qui serait simplement là pour témoigner sur une histoire personnelle, ce qui déjà change complètement la nature du débat, pour qu'au final, on taise aux téléspectateurs qui est là en face de Jean-Luc Mélenchon. Voilà où est la manipulation. Et quant à Monsieur Langlais, qui, je vais vous le dire, dans l'émission, passait pour le plus sympathique du lot, tellement les autres étaient d'une violence absolue. Eh bien, quand Monsieur Langlais, d'abord, ment sur les chiffres du contre-budget de Jean-Luc Mélenchon, et qu'ensuite, il présente le problème et le drame des super riches qui ne pourraient plus acheter leur voiture en France à cause de la hausse de la TVA, et qu'il omet de dire à l'ensemble des téléspectateurs que quand vous achetez une voiture à l'étranger, de toute façon la TVA, vous la payez dans le pays où vous roulez avec votre voiture. C'est-à-dire que toute cette émission a été faite de témoignages, de personnes qui ont fait témoigner sans dire exactement qui ils sont, de mensonges, de falsification des faits. C'est un problème sur le service public. Enfin, vous savez il faut donc rendre des comptes. Heureusement qu'il y a de la contradiction, non, Daniel? Oui, mais alors justement, je suis pour la contradiction. On peut organiser une émission avec Jean-Luc Mélenchon. On parlait de Monsieur Dormesson. Et n'inviter que des... Mais on parlait de Monsieur Dormesson. Monsieur Dormesson ne fuyait pas le débat d'idées. On aurait sans problème pu organiser 2 heures d'émission avec une vraie confrontation, projet contre projet. Alors, j'ai une autre question. Ce n'est pas ce qui a été organisé. C'est bien ça le problème. Bien, Daniel Simonet, nous allons prendre Jérémy dans un instant. Un peu de pub, mais j'ai une question simple à vous poser. Est-ce que on devrait... J'imagine que Monsieur Filoche soit journaliste. Est-ce qu'il irait au tribunal pour ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, ce qu'il a tweeté? De toute façon, il y a déjà une démarche intentée contre lui par ailleurs. Bon, ça vous paraît logique? Écoutez, chacun... Franchement, sincèrement. Je vais vous dire sincèrement, en société, chacun doit pouvoir estimer en justice qu'il veut. Après, la justice, elle doit rendre compte. Donc il est normal qu'il soit conduit devant la justice. C'est pas qu'il est normal ou pas qu'il soit conduit devant la justice. Il est normal que l'on puisse, Monsieur Bourdin, que l'on puisse attaquer si on souhaite quelqu'un en justice. Après, la justice, elle fait son travail.
Le problème n'est pas là. Le problème, il est, est-ce que les journalistes doivent-ils ou non rendre des comptes? Est-ce qu'ils peuvent mépriser les électrices et les électeurs, dans certains cas, comme nous estimons que ça a été le cas sur cette émission de France 2, sans jamais avoir à rendre de compte? Mais en plus, le coup d'avant, vous vous souvenez ce que c'était? C'était un boulanger présenté comme un boulanger lambda. Donc, ils avaient juste oublié de dire que c'était le boulanger de l'Élysée. Enfin, on se moque de nous quand même. Écoutez, c'était énorme. Une erreur à chaque fois, c'est pareil. Faute journalistique. On est bien d'accord. Mais il n'était pas pris au hasard, Monsieur Bourdin. C'est ça ce que je veux dire. Au hasard, sur l'ensemble des boulangers qu'il y a dans ce pays, ils n'ont pas trouvé mieux que de prendre celui de l'Élysée. C'était une volonté. Bien sûr. Mais bien sûr. Quand l'ensemble du casting de nuire à Jean-Luc Mélenchon. Quand l'ensemble du casting est pris de cette manière-là. Évidemment, écoutez, Monsieur Jean-Luc Bourdin, ne soyons pas naïfs. Excusez-moi, juste en tant que téléspectateur de l'émission, j'en ai regardé un bout et pas dans. Et Jean-Luc Mélenchon a été excellent. Non, très sincèrement, il y aurait eu que des gens qui allaient dans votre sens. J'aurais zappé beaucoup plus vite. Ce que je dis, non, je comprends qu'il y ait des. Moi, je souhaite qu'il y ait des gens qui soient votés, mais j'aurais préféré quelqu'un de la FNSEA présenté comme quelqu'un de la FNSEA. C'est le premier syndicat agricole. Mais oui. On ne fera pas le procès de les soutenir ici, mais c'est pas la question. De cette manière-là. Je l'ai vu cet extrait. Il y a un morceau avec 5 agriculteurs classiques, on va dire productivistes, comme on en a pas mal dans le pays, qui présentent à Jean-Luc Mélenchon une espèce d'exposé. Il leur explique, voilà, nous le glyphosate, ça fait ça, nous c'est ceci, oui mais ça, et puis il leur répond. Et l'extrait est intéressant, il leur répond. Il revient en plateau, il est vexé parce qu'on se rend compte que c'est des gens de la FNSEA. Mais c'est le premier syndicat agricole français. C'est pas simplement de la FNSEA qui sont impliqués dans une coopérative qui par ailleurs fait justement le maximum de son argent et de ses bénéfices par la vente du glyphosate. Et ça, on vous le dit pas. Mais enfin, écoutez, c'est quand même quelque chose, non? Bon, on peut, effectivement, c'est recevable. Non, les arguments, ce qui n'est pas recevable, pardonnez-moi de vous le dire, hein, Daniel Simonet, et je le dirai à Jean-Luc Mélenchon. Vous savez que je l'interviewe régulièrement, ça se passe très bien, parfois c'est dur, c'est rude, mais ça se passe bien. En revanche, mais la confrontation, on la souhaite, hein, c'est bien. C'est bien. Bien sûr. Mais moi, je n'ai pas aimé l'attitude. Elle est honnête. Je veux dire, au moins, vous nous poussez pour développer notre propos politique. Avec vous, Monsieur Jean-Jacques Bourdin, on a la possibilité de le dérouler. Oui, mais Daniel Simonet, j'ai regardé quelques extraits, j'ai pas vu l'émission, mais j'ai regardé quelques extraits et j'ai trouvé le comportement, de Jean-Luc Mélenchon avec les journalistes femmes. Non, vous n'allez pas me faire ça. Comment vous allez-y, continuez à dérouler. Vous avez trouvé comment? Ah mais je pense qu'il aurait été exactement... Moi je vous parle d'élégance simplement. Non mais il se serait comporté exactement de la même manière si les personnes avaient été de sexe masculin. Voilà. Exactement de la même manière. Écoutez, je connais suffisamment Jean-Luc Mélenchon depuis longtemps, voilà, et je suis une femme, pour savoir qu'il ne fait aucune distinction de l'identité de genre avec qui il travaille. Donc ça suffit. Pas ce genre de procès, s'il vous plaît. On va prendre Jérémy, qui est à Corinque, en Isère. Bonjour Jérémy. Bonjour Jean-Jacques, bonjour Madame Simonet. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Vous êtes conducteur routier, Jérémy. Ouais, conducteur routier. Moi là, ce que j'entends, ça me fait bouillir. J'ai l'impression de retourner à la Seconde Guerre mondiale où on avait créé le ministre de la propagande. Mais on va où là? On va interdire maintenant les journalistes. Oh non, attendez, c'est bon là, les martyrs, ça commence à suffire. Hein. Quand il y avait, je suis pas partisan de la droite ni de la gauche, et pourtant quand il y a eu les élections présidentielles, j'avais un penchant pour Monsieur Mélenchon. Monsieur Fillon, qui a eu un acharnement journalistique, vous n'avez pas intervenu, personne n'a rien dit à l'extrême gauche. Hein? Est-ce que vous estimez effectivement que François Fillon a été victime d'un acharnement journalistique? Enfin, vous avez vu la lourdeur du dossier qu'il y a derrière? Est-ce que vous trouvez... il est présumé innocent. Vous avez vu la lourdeur? J'ai dit la lourdeur du dossier. Oui, mais elle doit pas. Qu'est-ce qu'elle implique? La lourdeur du dossier, c'est normal qu'on la traite quand même. Est-ce que vous trouvez par exemple que Monsieur Nicolas Sarkozy sur l'affaire libyenne est suffisamment épargné? Non, je pense qu'il faut faire son travail de journaliste pour savoir ce qu'il en est. Les journalistes font leur travail. Est-ce que c'est à vous de juger avant même la fin du travail des journalistes? Fondamentalement, je vais vous dire. Il est là le problème. Si Monsieur Fillon c'est que ça vient d'un parti politique, parce que sur l'absolu, Jean-Jacques vous dit qu'il est pour un Conseil de l'ordre. On a plein de débats à avoir. Et effectivement, nous sommes médias, un pouvoir sans contre-pouvoir. Je vous l'accorde. Mais venant d'un parti politique, c'est parfaitement inacceptable d'entendre ça. Qu'un parti politique puisse se permettre de juger devant un tribunal des journalistes, proposer de passer les journalistes devant un tribunal. Mais qui composera
hein, cette instance déontologique des journalistes. Première question, vous ne prononcez pas le mot tribunal. Mais j'ai compris, hein, Daniel Simonet. J'ai compris qui la compose. Ce vous mot-là, avez les journalistes. Écoutez, qui la composera? Les journalistes, les patrons de presse. J'estime qu'il est et en plus la société civile, d'accord? Donc on ne demande pas à ce que le politique la constitue. Au contraire, on veut en finir avec justement le CSA qui soi-disant peut se préoccuper de déontologie, alors que justement le CSA n'est pas indépendant et que je ne trouve pas ça normal quand c'est le CSA qui attaque Monsieur Jean-Jacques Bourdin. Non, prenez pas mon cas. Non, écoutez, moi je n'existe pas là. Mais bien sûr, parlons de choses concrètes. Oui. Je préfère que ce soit une instance indépendante constituée à la fois de directeurs de presse, de journalistes, de la société civile. Parce que vous avez d'autres cas. Quand vous avez eu des reportages audiovisuels qui, à un moment donné, stigmatisaient des quartiers, ça a été le cas à Grenoble, mais ça a été aussi le cas dans mon arrondissement. Je veux dire, auprès de quelle instance les citoyens qui avaient le sentiment d'avoir été totalement méprisés, d'avoir été l'objet d'un reportage qui falsifiait complètement la réalité, auprès de qui est-ce qu'ils pouvaient exiger d'être entendus? Auprès d'aucune instance. Là, au moins, vous auriez une instance qui permet à la fois une médiation et qui permet d'émettre un avis. Mais je voudrais que vous oubliez le mot tribunal. Cela permet un travail pédagogique qui permet une régulation des journalistes entre eux et une réflexion sur leur profession. Ça rappelle trop de mauvais souvenirs. Mais c'est l'inverse, parce que justement, c'est pas la logique de la Stasi qu'il pourrait y avoir avec un tribunal. Ça rappelle trop de mauvais souvenirs, Daniel Simonet. Nous battrons. Vous avez peur de la justice dans ce pays? J'ai pas peur de la justice. Justement. Mais vous êtes déjà en justice. Si on ne respecte pas la loi, on est déjà passible de la justice. Eh bien, justement, est-ce que vous voulez une instance? Est-ce que vous voulez justement une instance qui peut faire preuve de pédagogie et de médiation pour justement que tout ne passe pas directement par la justice? On est d'accord pour une instance. Mais retirez-moi ce mot de tribunal. OK? Parlez-en à Jean-Luc Mélenchon. Daniel Simonet. Bon, je vous remercie. Merci Jérémy. Merci Daniel Simonet. Que disent les auditeurs? C'est serré, hein. C'est serré. Comme le propose Jean-Luc Mélenchon, faut-il instaurer un tribunal de la presse? Réponse finale, non à 51%. Bien, merci. Vous voyez que c'est serré, c'est normal. Ah, donnez-moi 10 minutes de plus et je deviens majoritaire et je gagne, vous savez. On est dans une oligarchie où, à un moment donné, quand 80% des médias sont dans les mains de 9 milliardaires, ça pose un vrai problème. Que changerait un tribunal de la presse? Et il va falloir laissez-moi terminer ma phrase. Et il serait temps qu'il y ait un vrai débat sur les questions médias. Si on appliquait ne serait-ce que le programme du Conseil national de la résistance sur la question des médias, on serait dans une situation bien meilleure qu'aujourd'hui pour la démocratie. Alors, vous savez ce que vous faites? C'est de l'amalgame. Et ça, je déteste ça. C'est-à-dire que parce qu'un organe de presse est aux mains d'un milliardaire, ce qui est vrai d'ailleurs, vous avez entièrement raison. Plusieurs organes de presse sont aux mains de milliardaires. Les journalistes seraient dépendants. Alors là, Daniel Simonet, c'est de l'amalgame. C'est de l'amalgame et comment vous dire, c'est porter déjà des accusations avant même d'avoir la moindre. J'ai dit qu'en soi, cela pose un problème. C'est ce que vous sous-entendez. C'est ce que vous sous-entendez. Regardez BFM. Regardez BFM tous les matins. Alors, franchement, vous trouvez que vous la connaissez bien cette chaîne, hein? On est ici dans ces murs. Et qu'est-ce qu'elle a? Est-ce que vous avez le sentiment que dans cette vous voulez que je vous raconte les dessous de la France Insoumise et des invitations que j'envoie et qui ne sont jamais mais racontez-moi tout, il n'y a aucun problème. J'ai mon temps. Alors, je vais vous dire, aucun problème. Notre indépendance n'a pas le droit une seconde de jeter le moindre doute. Je veux la protéger, votre indépendance. Et je veux la protéger et la garantir. Elle passe par justement casser les monopoles et également casser la précarité qu'il peut y avoir dans les différentes professions du journalisme. Je vois les sous-entendus. Il est 9h40, 10h-20, à tout de suite. Bonne journée. Merci Daniel Simonet. Et Jean-Luc Mélenchon est invité. Et curieusement, chaque fois que j'invite des membres de la France Insoumise, aujourd'hui, c'est les réponses. Ah, on peut pas, on est ailleurs, on prend le train. Daniel Obono, invitez-moi, il n'y a pas de problème, regardez, je suis venu. Vous voulez que je vous fasse la liste? Je vous fais toute la liste. Je vous la ferai, la liste. Mais regarde, quand je pense qu'après les membres de la France Insoumise se plaignent de ne pas paraître dans les médias, quand on les invite, ils ne viennent pas. Oh non, on n'a pas dit ça. On n'a pas dit qu'on n'était pas invités. On n'a jamais dit cela. Ah bon? Non, on ne dit pas qu'on n'est pas invité. Nous, on vous donne la parole. Ça n'est pas Il est cela. 9h41.